Bonjour à tous, bienvenue sur Business 24 et merci de suivre Ecopress, votre magazine d'information économique et financière décrypté par des journalistes et experts des questions économiques. Orpaillage clandestin, quelles conséquences pour les économies des pays africains? Côte d'Ivoire, comment sauver la filière cacao en pleine crise après les révélations du rapport du cabinet international KPMG. Ce sont les deux sujets qui feront l'objet de débats au cours de cet énième rendez-vous d'Ecopress. Pour en parler, je reçois deux invités. Borja Kobri, bonjour. Vous êtes journaliste à l'agence Ecofin, un site internet d'information économique et financière. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je reçois également Dr Séraphin Yao Prao, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en économie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour la première partie de cette émission. L'Afrique de l'Ouest dispose dans ses eaux, dans son sous-sol, de l'or, du diamant, de l'uranium, avec par endroits des gisements de classe mondiale. Cette abondance de ressources minières a favorisé l'arrivée de multinationales et permet au pays de générer des devises. Cependant, un phénomène sévit dans la sous-région, l'orpaillage clandestin, donc les conséquences sont perceptibles sur l'environnement, mais aussi au niveau de l'économie. Docteur Séraphin Prao, avant d'entrer dans le vif du sujet, on définit qu'est-ce que c'est que l'orpaillage clandestin. L'orpaillage, d'abord, on peut la définir comme suite. C'est une technique qui consiste à rechercher de l'or dans les cours d'eau, et ce de façon artisanale ou industrielle. Ceux qui pratiquent l'orpaillage sont appelés les orpailleurs ou les prospecteurs, et parfois on les surnomme des chasseurs d'or. Et dans notre pays, sur les 31 régions, 24 régions sont concernées par l'orpaillage clandestin. Et c'est un fléau parce que cela coûte beaucoup à notre économie et à notre écosystème. Alors, on va en parler, mais le constat qu'on fait, on est d'accord que cette opération informelle est informelle, une opération informelle pour obtenir les métaux précieux et aussi qui se pratique de façon par des méthodes artisanales. Alors, docteur Prao, comme Borja Kobri, on constate que malgré le fait que nos dirigeants, les États condamnent, n'est-ce pas, cette activité, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur en Afrique de l'Ouest, Guinée, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Mali et autres. Alors, la question est, qu'est-ce qui explique cette montée en puissance de l'orpaillage clandestin dans la sous-région? Vous savez, en fait, je peux dire que cela est la résultante est la conséquence du fait que nos États sont quelque peu dépassés en fait en termes de lutte contre ce fléau en fait. Vous savez, le fait qu'aujourd'hui il y a cette ruée, je peux dire cette ruée vers l'or de façon clandestine, cela provient également en grande partie du fait que le niveau de vie des populations n'est pas encore élevé en fait. Voilà, donc l'un mis dans l'autre, vous voyez que on se retrouve dans une situation pareille. Mais au-delà, il faut dire que les moyens de lutte ne sont pas adéquats. Ajouter à cela, pour beaucoup d'adversaires africaines qui sont beaucoup corrompues, avec des populations qui y contribuent également. Voilà. Donc, les facteurs sont nombreux. En fait, les facteurs sont nombreux. Il y a le niveau de vie des populations qui joue. Il y a le fait que les États ne mettent pas en place des plans de lutte qui soient vraiment efficaces. Le fait que nos adversaires sont véritablement corrompus. Parce que quand vous regardez dans cette mafia-là, il y a des fonctionnaires d'État qui y contribuent, il y a des fonctionnaires d'État qui gagnent quelque chose. Et dans certains aspects, il y a cette population qui y tire un fruit. Voilà, donc vous voyez que dans cet embranchement-là, ça complique les choses. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui nous avons ce phénomène-là qui commence à prendre de l'ampleur. Pour le cas de la Côte d'Ivoire particulièrement, l'orpaillage a toujours eu cours dans ce pays. Mais cela a pris de l'ampleur à la faveur de la crise militaro-politique qu'a connu le pays à partir de 2002. Et vous voyez que quand vous regardez, c'est vrai que Dr Pao a dit que sur une trentaine de régions, il y a 24 qui sont concernées. Mais vous remarquerez que le phénomène a pris beaucoup plus d'ampleur
dans les zones qui étaient ex-CNO, c'est-à-dire centre-nord-ouest. Il n'y a pas de véritable voilà, oui, voilà, étatique. Voilà, il n'y a pas de, c'est ça, il n'y avait pas l'administration qui était déployée en fait. Donc, c'est un phénomène qui a pris de l'ampleur là-bas et qui, après 2011, a commencé à s'étendre sur tout le territoire. Donc, je pense que, vous voyez, voilà un peu de façon ramasser les différentes causes qui font aujourd'hui que tant dans les pays d'Afrique subsaharienne qu'en Côte d'Ivoire, nous voyons que ce fléau est en train de prendre de l'ampleur. Alors, docteur Prao, on revient avec vous au niveau des causes. Docteur, j'allais dire, Jacques Aubry en parlait tout à l'heure, il y a la pauvreté qui est un aspect, puisque quand vous avez des jeunes déscolarisés qui viennent avoir des promesses d'argent liquide après avoir quand même travaillé avec ces orpailleurs-là, c'est quand même tentant, hein, on peut le dire. Oui, c'est tentant. Pour compléter ce qu'a dit M. Aubry, la première chose qu'il faut quand même que les téléspectateurs notent, c'est que cela est aussi favorisé par ce qu'on appelle l'économie de la guerre. En Afrique, vous savez, c'est le continent où prospèrent les guerres tirées soit par les multinationales ou tirées par des intérêts égoïstes et égocentriques de certains hommes politiques. Et vous savez bien qu'il y a un rapport onusien qui a pointé du doigt certains chefs de guerre, par exemple. L'exploitation illégale, effectivement, de nos ressources sont favorisées à la suite de ces guerres-là que nous connaissons sur notre continent. Deuxième raison que nous pouvons évoquer, c'est l'envolée du prix de l'once d'or. Aujourd'hui, nous nous situons à peu près à $1 600 l'once d'or. L'once d'or, c'est 31,10 grammes d'or, contre $250 par le passé. Donc cette flambée du prix de l'or a attisé l'appétit effectivement des populations africaines qui courent vers cette denrée rare. Et troisièmement, ce que nous pouvons dire, et cela ça a noté, c'est que dans nos pays, les gouvernements ont accordé des permis effectivement d'exploitation d'or à certaines entreprises qui tardent à exploiter. Donc du coup, cela donne libre cours aux populations locales de le faire. Et quatrièmement, enfin, M. Aubry l'a dit, il faut situer aussi la responsabilité des autorités locales. Parce que l'exploitation illégale de l'or, pour ne pas dire l'orpaillage clandestin, est favorisée par la complicité, je vais dire tacite, et même parfois voulu, de certaines autorités, des préfets, des sous-préfets, des maires, des députés, des commandants de brigades, de la police, des militaires, etc. Donc, des chefs d'État même, des chefs de village, voilà. Donc, vous voyez que c'est tout cela qui favorise effectivement l'expansion de l'activité de l'orpaillage clandestin. Alors, je reste avec vous, docteur Séraphin Prao. En Côte d'Ivoire, le gouvernement avait décidé de mettre fin à cette pratique-là. C'était fait, l'État avait lancé en mars 2014 sous la direction du ministre Jean-Claude Brooke, aujourd'hui président de la commission de la CEDEAO, un programme dénommé Programme national de rationalisation de l'orpaillage qui avait fait ses effets puisque l'État avait réussi entre 2014 et 2016 à déguerpir plus de 400 sites, 429 sites pour être plus précis. Mais juste après, la moitié des sites sont revenus aujourd'hui. Les sites encore sont perceptibles dans tout le pays. Il y a encore des endroits qui sont exploités. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché alors qu'il y a eu de la volonté politique au départ? Oui, il y a eu de la volonté politique et c'est de bonne guerre. Et je voulais quand même féliciter quand même l'ancien ministre qui se trouve aujourd'hui à la tête de la commission de l'UEMOA, de la CEDEAO, pardon. Alors, c'était dans la volonté des autorités actuelles de porter un peu à 5% la contribution du secteur minier au PIB. Parce qu'au temps présent, vous devez savoir qu'en 2017, ce secteur-là, en fait, l'or nous a rapporté à peu près 539 milliards de francs CFA. Et le même ministre a dit effectivement que nous perdons chaque année, en 10 ans, entre 2006 et 2016, la Côte d'Ivoire a perdu 479 milliards de francs CFA en termes de manque à gagner dans ce secteur. C'est vachement énorme pour un pays comme la Côte d'Ivoire, au regard de ce que nous projetons, ça veut dire l'émergence en 2020. Et donc la volonté, c'était de lutter contre l'orpaillage. Et la volonté ferme, c'était de fermer 429 sites clandestins en 2014. Et fin 2016, patatras, nous constatons effectivement la résurgence effectivement de à peu près 180 sites.
Et plus aujourd'hui. Et plus aujourd'hui. Et donc, ce sont les causes que nous avons dit. Il y a la pauvreté, effectivement, qui mine effectivement nos populations, parce qu'il est vrai que nous chantons un taux de croissance à 2 chiffres, mais je vous dis, la Côte d'Ivoire n'est pas pauvre, mais elle est paupérisée. Ça veut dire que nous avons atteint des niveaux de pauvreté vraiment très élevés aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dans la Côte d'Ivoire profonde, je veux dire, ne vous contentez pas seulement des chiffres macroéconomiques, mais au niveau de la microéconomie, les populations souffrent. Et donc, du coup, quand vous fermez, le lendemain, quand ils n'ont rien à manger, quand ils n'ont pas de quoi satisfaire leurs pitance journalières, voyez-vous, ils sont obligés de repartir dans ces eaux-là au péril de leur vie, parce que ça touche même leur santé, ça dégrade leur santé, leur environnement, mais ils sont obligés d'aller dans ces sites-là. Alors, Jacques Aubry, Dr Pao en parlait tout à l'heure, on constate que malgré les mesures étatiques, les orpailleurs reviennent. Et comme vous l'avez aussi dit, plusieurs autorités administratives locales sont impliquées, n'est-ce pas, dans ces opérations. Alors, que faire? Ça va, je peux dire, le chantier est énorme, les défis sont énormes en fait. Tout à l'heure, le docteur citait un rapport de l'ONU qui date de 2015. C'est ça. En fait, vous voyez, ça montre en fait le niveau de gangrène en fait qu'a atteint nos administrations en Afrique en fait. Donc quand vous arrivez à un tel niveau où des autorités qui sont à un niveau très élevé de l'administration sont partie prenante ou sont complices dans ce genre d'actes, comprenez que la lutte sera difficile. Aujourd'hui, il importe que cette situation, les États soient sensibilisés à cette situation-là. Et en plus des États, il faut sensibiliser également les populations. Parce que c'est une situation qui, non seulement, en plus de créer un manque à gagner au niveau de direct, en fait, au niveau des recettes étatiques, c'est un phénomène qui est dangereux aussi au niveau de l'environnement. Mais comme vous avez des autorités locales qui cautionnent ces personnes-là, est-ce que les chefs de village qui respectent ces autorités peuvent aller à conscience, peuvent ramener à conscience en fait? Non, moi quand je parle du travail de sensibilisation, il faut aujourd'hui que la société civile aussi également, elle également aussi commence à donner de la voix. Parce que il faut pouvoir réveiller nos autorités. Vous voyez, c'est elles qui peuvent prendre les mesures. Voilà, mais prendre les mesures, mais ça demande également aussi que les populations qui les élisent, qui ont un droit de regard sur leur gestion, également prennent leurs responsabilités également. Et à ce niveau-là, il faut que la société civile puisse s'impliquer. Vous voyez, lorsque en Côte d'Ivoire, on lance un programme dont vous avez parlé tout à l'heure, le programme de rationalisation de l'orpaillage, et qu'on arrive à fermer 400 sites, et que par la suite, les sites rouvrent, ça veut dire que quelque part, il y a une impunité. Et cette impunité-là, elle vient d'où? Elle vient en partie du fait que les autorités qui sont chargées de sanctionner ne sanctionnent pas. Et ne sanctionnent pas pourquoi? Mais en fait, en partie, parce que parmi elles, il y a des gens qui sont corrompus, qui bénéficient de cette manne financière, voilà, de subsides de l'orpaillage, mais également aussi que certaines personnes sur le terrain ne font pas véritablement leur travail. Donc, vous voyez qu'il y a un travail de prise de conscience à faire au niveau de gouvernants, mais également aussi un travail de, je peux dire, il faut rendre la lutte plus efficace. Plus efficace comment? Parce que vous voyez que tout à l'heure on parlait des populations qui sont complices en fait au niveau local, hein, parce que en fait les jeunes qui vont face aux subsides qui leur sont proposés, qui préfèrent aller faire de l'orpaillage que d'aller peut-être au cours, d'aller faire autre chose. Vous voyez que il faut que la lutte soit transversale. On ne peut pas confier à un seul ministère, c'est-à-dire le ministère de l'Industrie, comme c'est le cas en Côte d'Ivoire, une telle lutte. Il faut que ce ministère-là soit soutenu dans cette lutte-là par le ministère de l'Intérieur, voilà, qui au niveau des sous-préfets, des préfets, mais également aussi au niveau des forces de police, va accentuer la répression. Si là-bas ça ne marche pas, vous voyez que le ministère a beau déployer des efforts, faire l'effort de sensibiliser la population, faire l'effort de fermer des sites, ou même peut-être même de permettre à certaines
certains exploitants de passer à un mode, peut-être de leur permettre d'avoir des autorisations pour leur permettre et les former, pour leur permettre de pouvoir faire en sorte que leurs exploitations respectent plus les normes environnementales. Mais malgré cela, s'il n'y a pas de répression qui est forte, voilà, ça ne marchera pas. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est important qu'au plus haut niveau, on puisse mettre en place, je peux dire peut-être, toute une organisation qui soit vraiment transversale sur plusieurs organisations afin de pouvoir accentuer la lutte. Alors, Dr Pao, je vais prendre un cas. Récemment, la Tribune de l'économie, un hebdomadaire ivoirien d'information économique et financière, a fait une enquête dans le département d'Abengourou. On constate que le fleuve Comoé est pollué parce que la plupart, sinon la majorité de ces villages-là ont adopté, sinon ont cautionné le travail des orpailleurs clandestins. Et quand vous avez un village comme le village de Satikran, 22 km d'Aniassieu, dans le département d'Abengourou, refuse de brader son patrimoine parce qu'ils estiment que leur capital naturel, la Comoé, peut être infectée. Quand cette communauté villageoise-là, cette communauté rurale-là, essaie de lutter seule, alors qu'on sait que ce fleuve-là coule depuis Péni au Burkina Faso jusqu'à Grand Bassam, que faire pour ces personnes-là pour pouvoir, n'est-ce pas, bénéficier de cette lutte-là? Quelle démarche entreprendre de façon pratique? De façon pratique, je pense qu'il faut déjà même... là, je salue le courage, effectivement, des populations de Satikran qui, effectivement, veillent à ce qu'on ne détruise pas leur capital naturel. Ces populations ont 10 000 fois raison, en ce sens que l'orpaillage clandestin a des conséquences néfastes pour notre économie et aussi pour notre environnement. La première chose... Nous allons parler des conséquences. Nous allons parler des conséquences. Mais donc, au niveau de ce que vous disiez, c'est quoi par rapport... Comment lutter? Est-ce qu'il faut passer par les ONG? Est-ce qu'il faut... Oui. Si là, déjà, même, ce que vous avez dit qui est déjà très, très intéressant, c'est que la population elle-même, elle refuse déjà, effectivement, qu'on pollue les eaux. C'est une bonne chose. Je pense qu'il va falloir, effectivement, multiplier non seulement les actions au niveau de la société civile, il faut qu'il se crée, effectivement, des ONG pour conscientiser effectivement les populations à l'échelle de la Côte d'Ivoire tout entière, pour que effectivement nos populations effectivement refusent cette activité d'orpaillage clandestin, parce que ça détruit effectivement notre environnement et ça fait perdre à l'État beaucoup de ressources. Et je pense qu'en allant vers la conscientisation, les populations vont comprendre. Les populations vont comprendre parce que si aujourd'hui les populations pensent que pour leur pitance journalière, elles doivent tolérer effectivement l'activité de l'orpaillage clandestin, mais demain leur santé, effectivement, va en pâtir. Parce que n'oubliez pas que, effectivement, le cyanure, effectivement, et ces produits que les orpailleurs utilisent pour la recherche d'or, va jouer demain sur la santé. En mettant en avant des conséquences. Donc, en mettant en avant, effectivement, ces conséquences-là, je pense que les populations ne sont pas quand même dupes, elles comprendront. Donc, c'est pas la conscientisation, parce que face à la pauvreté, vous ne pouvez pas contraindre quelqu'un si ce n'est la conscientisation. Vous avez dans le département d'Abengourou, toujours dans la sous-préfecture d'Amélikia, où les orpailleurs vous disent que nous avons participé au développement de certains villages, comme Taakro, on a construit des écoles, et l'autorité est informée, et que rien n'est fait alors que l'activité est illégale. Mais il y a problème au niveau des autorités. C'est ce que nous avons dit sur le plateau. Nous avons dit qu'il y a une complicité tacite, peut-être parfois même peut-être voulue, des autorités locales, parce que nous ne pouvons pas comprendre que des individus viennent exploiter de façon clandestine effectivement l'or, une surface, sans en avoir informé quand même les autorités. Quand vous demandez effectivement à ceux qui sont sur le terrain, ils vont vous dire: écoutez, le commandant de brigade est au courant, le commissaire il est au courant, les militaires sont au courant, le sous-préfet il est au courant, le préfet il est au courant, même le député il est au courant. Chacun, effectivement, chacun gagne dans cette affaire. Qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que vous pensez que le préfet, le sous-préfet ces personnes peuvent adopter ou même... Mais puisque c'est leur rôle, parce que le préfet et le sous-préfet, ce sont les démembrements, n'est-ce pas, de l'État. Et donc si eux ils ne disent rien, ça veut dire quelque part, c'est comme si c'est l'État effectivement qui était complice de cette affaire. Donc effectivement nous profitons de votre antenne pour dire, demander aux autorités, enfin les hautes autorités en fait au niveau de l'État,
que si effectivement cette activité perdure, nous finirons par conclure que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui veut même effectivement laisser prospérer cette activité clandestine. Pourtant l'État paie, comme vous le dites. L'État paie. Donc si l'État paie, il faut que l'État mette les grands moyens pour contraindre effectivement les gens à ne pas exercer cette activité. L'État en a les moyens. La police doit travailler dans l'intérêt de l'État. La gendarmerie doit travailler dans l'intérêt de l'État. Les militaires doivent travailler dans l'intérêt de l'État. Et donc ceux-là, l'État doit les sanctionner si l'activité effectivement de l'appareil clandestin continue. Je rappelle que récemment, à la rencontre entre le chef de l'État et le corps préfectoral, les préfets de Côte d'Ivoire étaient clairs, le chef de l'État. C'est une question difficile pour nous, c'est une question que l'État doit nous aider à résoudre. Les préfets l'ont dit au chef de l'État, voilà, ça peut dire qu'à leur niveau, ils ont aussi la volonté. Mais l'État n'a pas fait assez pour résoudre ce problème-là. Il y a la question de la formation. Vous voyez, l'État doit... On va parler des solutions tout à l'heure. Alors, Boja Kobité, rapidement, on va parler des conséquences. Dr Prao en a donné quelques-unes tout à l'heure. Alors, au niveau des conséquences. Les conséquences sont énormes, hein, parce qu'au-delà de faire perdre des ressources financières à l'État du Côte d'Ivoire, pardon, aux pays africains, voilà, mais les conséquences environnementales sont encore plus graves. On rappelle que pour laver 1 kg d'or, il faut 1,3 kg de mercure. Donc, vous voyez, les conséquences sont encore plus graves. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez, c'est vrai que les populations, peut-être certaines personnes qui tirent également aujourd'hui des subsides de cette activité-là, demain vont en partir. Parce que ce sont des je peux dire, c'est à court terme en fait. Parce que demain, c'est pour longtemps que des rivières, des fleuves, c'est toute une flore aquatique qui est polluée, qui est détruite. Voilà. Donc, imaginez un peu les conséquences au niveau, d'abord, parce qu'en général, les populations qui vivent auprès des cours d'eau sont des populations qui vivent en général de la pêche, ce sont d'activités là, ou également de l'agriculture qui est irriguée à partir des cours d'eau. Donc, regardez également à ce niveau-là toutes les conséquences, tant au niveau de l'économie locale, voilà, au niveau de la santé, parce que les sociétés d'eau qui approvisionnent en eau potable, comme la SODECI ici en Côte d'Ivoire, tirent au-delà des nappes phréatiques qui sont également polluées, affectées. Cours d'eau également, il y a un cas pratique par rapport à ce que vous dites. La sous-préfecture de Bianois n'avait pas d'eau parce que la SODECI estimait que l'eau de la Bia était polluée. Voilà. Donc, quand vous regardez ce niveau de conséquences-là, ça va encore plus loin. Parce qu'après, on sera obligé de dépenser énormément d'argent pour aller dépolluer ces sites-là. Comme le Ghana le fait aujourd'hui. Voilà, donc je pense qu'il y a une rivière dont j'ai plus le nom véritablement, où on sera obligé de dépenser 500 millions de dollars. Et la bière aussi, la bière. Autour de 250-300 milliards de francs CFA pour la dépolluer. Donc vous voyez que les conséquences sont énormes. Elles sont, c'est vrai, pécuniaires, mais pécuniaires peut-être au niveau direct, mais elles vont au-delà. C'est toute une économie qui en pâtit. Ce sont des générations qui risquent d'avoir la santé. Alors, très rapidement, avec vous deux, les solutions. Que faire? J'allais dire, quelle stratégie adopter pour nos États? Je vais juste compléter ce qu'a dit M. Kobri au niveau des conséquences. Il a oublié de citer les conséquences d'autres graves. L'insécurité, l'économie de la drogue, et puis la prostitution surtout, qui se développe autour de ces zones d'orpaillage clandestin. Au niveau des solutions, la première solution que nous proposons, c'est d'abord la formation. Il faut que l'État mette les ressources financières pour former tous les acteurs du secteur minier. Voyez-vous, si vous formez les acteurs du secteur minier, par exemple, au respect des normes environnementales, vous allez voir, même dans ces activités, il y aura vraiment un code de bonne conduite à tenir. Deuxièmement, il faut que l'État incite effectivement les agents économiques qui ont déjà, pour ne pas dire les sociétés qui ont déjà les permis, à les exploiter. Parce que la nature ayant horreur du vide, en n'exploitant pas effectivement ces zones-là, c'est ce qui donne l'appétit à certaines personnes d'aller le faire de façon clandestine. Troisièmement, il faut accorder des permis aux petits artisans. Ceux qu'on considère aujourd'hui être des artisans illégaux, si demain vous voulez accorder effectivement des permis, vous voyez, ils tombent dans l'escarcelle de ce qui est normal. Or, nous savons que nous pouvons tirer effectivement beaucoup de royalties de ce secteur-là. Et quatrièmement, il faut que l'État sévisse au niveau des autorités locales.
tolérance zéro. C'est-à-dire, si nous voyons que dans une zone, effectivement, continue le repaillage clandestin, l'État doit tout de suite frapper le préfet, le sous-préfet et tous les démembrements, effectivement, de l'État. Car ce sont ceux-là qui représentent l'État dans ce secteur-là et ils ont devoir, obligation d'aider l'État à ce qu'on respecte l'État. Et enfin, il faut que nous accentuons ce que j'appelle toujours la conscientisation au niveau des populations locales, car il y va de leur santé, il y va de leur avenir et il y va de leur vie. Alors merci à mes deux invités d'avoir échangé sur nous sur ce premier sujet. Je rappelle que nous avons parlé de l'orpaillage clandestin, un danger pour l'économie locale, de Yakassé Komoué en passant par Satikran à Manguakro. Les populations locales souffrent étant donné que la Komoué qui est polluée aujourd'hui a des conséquences néfastes sur la santé de ces populations. On espère que l'État va prendre des mesures. Le docteur a dit, il a cité des solutions vraiment très importantes. Mais un élément sur lequel je voulais également qu'on insiste, c'est le fait qu'aujourd'hui, il faut que la société civile prenne véritablement ses responsabilités pour faire en sorte qu'il y ait une impunité zéro. Parce que lorsque c'est vrai qu'on parle de tolérance, tout ça c'est l'impunité. Je crois que certaines autorités, certaines personnes qui sont replacées, qui sont impliquées dans ces solutions de l'activité-là, continuent sur cette droite ligne-là, sans être inquiétés. On va arrêter là. Et puis, en fait, il y a un point qui est important, très important également, c'est que il est important que lorsque l'État contrôle un peu plus les compagnies minières, parce que dans l'attribution des contrats, il faut qu'on regarde véritablement au niveau des actions de RSE. Parce qu'il faut que la responsabilité sociétale des entreprises. Il faut qu'une partie importante soit affectée au développement local. Parce que si les populations sont là, il y a des mines, on l'exploite, il y a de l'argent et de rien, demain on va se retrouver dans cette... C'est clair. Alors merci pour votre contribution. On se retrouve tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. Je rappelle que nous parlerons de la crise du cacao en Côte d'Ivoire. Merci. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Selon le rapport du cabinet international d'expertise comptable, d'audit et de conseil KPMG, la crise qu'a connue la filière cacao lors de la campagne 2016-2017 en Côte d'Ivoire a coûté 185 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. Pour compenser ces pertes, le gouvernement a dû utiliser le fonds de stabilisation. On parle de 197 milliards qui ont été donc prélevés. Alors, Jacques Aubry, vous avez certainement, n'est-ce pas, lu l'essence de ce rapport. Alors, comment en est-on arrivé là? Vous savez, la filière café-cacao, depuis, ça ne date pas de maintenant, a toujours constitué une sorte de caisse noire pour les autorités ivoiriennes, en fait, pour la Côte d'Ivoire. L'argent de la guerre. Voilà, depuis la caisse de péréquation sous le feu le président Houphouët-Boigny, jusqu'à la caisse de stabilisation. Ensuite, on est passé encore à une autre formule sous le régime du président Laurent Gbagbo, et puis on arrive au Conseil Café-Cacao sous le régime du président Alassane Ouattara. Vous voyez, il y a toujours cette opacité-là qui a entouré cette filière-là, parce que c'est une filière qui génère énormément de ressources pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, au final, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de rapports qui ont été publiés, les gens ont beaucoup critiqué, on a toujours critiqué, mais chaque fois il y a un éternel recommencement en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la filière café-cacao, en plus de générer des ressources pour l'État de Côte d'Ivoire, pour l'État, on finit par avoir l'impression que c'est une filière qui génère des ressources pour les poches. Voilà. Et que, quel que soit le pouvoir qui arrive, qui tente dans les débuts de vouloir assainir les choses, de vouloir rendre les choses beaucoup plus transparentes, à la fin, on se retrouve dans un genre de scandale. Voilà. Et c'est un énorme scandale encore de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années de cela, on a parlé de l'usine de Fulton aux États-Unis. Voilà. Et aujourd'hui, on se retrouve encore dans une situation où on pensait que, avec les nouvelles réformes qui ont été mises en place, avec la vente en termes qui avait été instituée, avec des actions qui ont été menées en termes de qualité du cacao ivoirien, on se retrouve encore à une situation où le rapport fait montre d'énormément d'insuffisance, tant en termes de personnel, de stratégie, de formation, de délivrance d'agréments. C'est toute la filière, tous les acteurs
qui sont mis aux mains des accusés aujourd'hui. Alors on va décortiquer ce rapport-là. Docteur Séraphin Prao, la cause est connue. Le système de commercialisation a été déficient. C'est vrai qu'il y a eu aussi, il ne faut pas l'oublier, une forte chute des prix à l'international, mais des facteurs, n'est-ce pas, endogènes ont eu un effet catalyseur et ont accentué les difficultés. Oui, M. Kobri, il a rappelé, je pense qu'il faut situer effectivement les problèmes de la filière café-cacao à l'échelle de l'histoire de notre pays. Vous savez, juste après les indépendances, puisque vous savez que la colonisation a érigé toute la côte ouest, effectivement, en économie de plantation, et dont la Côte d'Ivoire a été spécialisée à cet effet dans la production du café et du cacao. Le cacao a été introduit, on va dire, au Ghana en 1871 et à partir de 1880 en Côte d'Ivoire avec Verdier et Brétinière. Et juste avant même déjà les indépendances, le Ghana, il faut le rappeler, était le premier producteur au monde. Et c'est à partir de 1977 que la Côte d'Ivoire, avec feu au Houphouët-Boigny, forte volonté politique, forte volonté politique, Houphouët-Boigny a ravi effectivement la première place au Ghana. Et depuis lors, la Côte d'Ivoire est premier, pour ne pas dire premier producteur mondial avec 40% de l'offre mondiale du cacao, derrière juste le Ghana avec 20%. Merci pour l'histoire que vous avez interrogée. Et donc, à partir de là, la Côte d'Ivoire est rentrée dans ce que j'appelle la gestion néo-patrimoniale cacaoyère. Il a dit, M. Kobri, premièrement avec la caisse stable qui a été créée à partir de 1959, dont les offices ont été solidement mis en place en 1964. Et la caisse stable a travaillé jusqu'en 1999, parce que c'est en 1999 que la caisse stable a fait faillite. Mais il a rappelé, la caisse stable a toujours été la mamelle, effectivement, du pouvoir, il faut le dire. C'est dans la caisse de ce fonds, enfin c'est dans ce fonds-là que Houphouët-Boigny et tout son gouvernement puisaient à volonté, il faut le dire. Le fameux immeuble qui a révélé les milliardaires du pays. Du pays, donc vous le savez. Donc le cacao, en fait, on va dire, c'est le produit maudit en Côte d'Ivoire. Et à partir de 1999, sous la houlette des institutions financières internationales, en l'occurrence le FMI, on a obligé, Ali Konan Bidi en 1998, à déjà commencer la libéralisation, ce qui a été effectif avec Laurent Gbagbo de 2000 à 2012. Ça n'a pas résolu le problème parce que le même cabinet KPMG a accusé le gouvernement Gbagbo entre 2002 et 2008 de dilapider 370 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui encore sous les Ouattara, on nous dit aujourd'hui, parce que vos chiffres que vous donnez, vous avez oublié de cumuler toutes les pertes. Parce que la lettre du continent du 25 avril 2018 pointe du doigt, ou bien donne le chiffre de 500 milliards de francs CFA en termes de pertes cumulées dans la filière café-cacao. Le problème, il est connu. La source, la lettre du continent. La source, la lettre du continent. Et donc, aujourd'hui, comme a dit M. Kobri, fondamentalement, c'est une caisse que tous ceux qui viennent au pouvoir, effectivement, dilapident, puisque cette caisse est gérée de façon opaque, la filière est gérée de façon opaque, et vous l'avez dit vous-même, une filière où, sous les Ouattara, on a mis une bonne dose, effectivement, de marché à terme. Ça veut dire quoi le marché à terme? Un marché à terme est un marché sur lequel on négocie aujourd'hui les prix et les quantités, mais la livraison se fait plus tard. Mais sur les marchés à terme, puisque toutes les productions ne sont pas vendues à terme, ça veut dire qu'il y a une partie entre 70 et 80% qui sont vendues à terme et le reste est vendu au spot. Cette stratégie est opérée dans plusieurs pays. Cette stratégie est opérée, ça ressemble effectivement à ce qui se faisait par le passé au niveau de la caisse stable. Sauf qu'au niveau de la caisse stable, tout était vendu à terme. Et à l'époque, n'oubliez pas aussi que les tendances étaient haussières. Ce n'était pas comme aujourd'hui où nous sommes concurrencés par le Ghana, par les pays d'Amérique latine, etc. Donc aujourd'hui, le problème fondamental, pour que ça marche, voilà comment ça marche cette affaire. Lorsque vous fixez, par exemple, le gouvernement fixe un prix, ce qu'on appelle le prix CAF de référence. Quand vous fixez le prix CAF de référence, mais vous oubliez que comme il y a une partie qui est vendue au spot, qui est vendue au comptant, donc une partie est vendue aux enchères. Si le prix des enchères, par exemple, est élevé par rapport au prix auquel la Côte d'Ivoire demande d'acheter, là, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire les exportateurs vendent à un prix élevé, or on leur demande d'acheter à un prix bas. Dans ce cas-là, le reliquat, effectivement, ces exportateurs le reversent au fonds de soutien. Maintenant, si à contrario, effectivement, le prix spot, le prix auquel les exportateurs doivent vendre sur le marché international est bas par rapport au prix auquel la Côte d'Ivoire demande que ceux-là, les exportateurs achètent aux populations ivoiriennes, vous voyez que là, un exportateur ne peut pas acheter un produit à 1100 francs et le revendre sur le marché international à 700 francs. C'est dans ce cas-là que nous demandons
Enfin, ce qui a été signé entre l'État de Côte d'Ivoire, effectivement, et ces exportateurs-là. Et donc, c'est un deal qui a été fait. Donc, l'État doit reverser, c'est ce qu'on appelle le fonds de soutien. L'État doit soutenir ces exportateurs-là. C'est ce que l'État n'a pas fait. C'est pourquoi vous avez vu, effectivement, des files de voitures au port. Donc, le problème, c'est un facteur endogène. C'est un facteur endogène. Manque de stratégie. Et on reproche même, effectivement, au Conseil Café Cacao, dirigé par M. Lambert, de ne jamais même avoir un regard très parcimonieux, un regard très bienveillant. Le Conseil Café Cacao. Non, j'allais dire le Conseil d'administration qui est dirigé par Lambert Kwasi Kona. Lambert, voilà, dirigé par l'ex-ministre de l'Agriculture qui voilà, n'a pas bien veillé à ce que les choses se passent de façon correcte. Alors, Boja Kobri, les contrats en défaut sont particulièrement pointés du doigt. On rappelle que les contrats en défaut accordés par le Conseil Café Cacao à des exportateurs, il s'agit des contrats au moins accordés par le Conseil Café Cacao à des exportateurs incapables de les vendre. Ces contrats, donc, à défaut, là, ont été pointés du doigt par le cabinet en question. On parle de 32 exportateurs concernés. Alors, il y a là la responsabilité du Conseil Café Cacao. Non, mais c'est clair, parce qu'au-delà, en fait, cet élément qui a été pointé du doigt par le rapport, en fait, il est en relation avec un autre élément aussi qui a été mis en exergue par le rapport relativement au mode de recrutement au Conseil Café Cacao. On nous fait dire que c'est une institution qui, en grande partie, a ses employés qui sont recrutés de façon la plus opaque possible. De façon lapidaire. De façon lapidaire. Et où une bonne partie est originaire d'une partie du pays. Non, ce sont des... Bon, une bonne partie, non, la grande partie est originaire d'une région du pays. En fait, ça permet de soulever le fait qu'il y a une question d'incompétence. Et lorsque on n'a pas recruté les compétences qu'il faut, pas assez d'experts. Voilà, pas assez d'experts, on se trouve dans une situation où on attribue des agréments aux gens qu'il ne faut pas. Donc, quand on réellement mis dans l'autre, ce copinage dans le recrutement du personnel se répercute automatiquement dans du copinage dans l'attribution des agréments aux exportateurs. Voilà. Et ces exportateurs-là qui sont vus accorder des agréments n'auraient pas en fait la surface financière nécessaire pour pouvoir, je peux dire, exécuter, anticiper. Voilà. La surface financière nécessaire n'aurait pas l'espace nécessaire pour pouvoir exécuter les contrats comme il se devrait. Donc, ça revient encore au fait que, au greffe qu'on a soulevé tout à l'heure quand on parlait d'une gestion qui est opaque, d'une gestion qui est lapidaire ou dans lequel il y a beaucoup de copinage en fait. Concernant les exportateurs, on a dit 68% des exportateurs là, sont membres du groupement d'intérêt économique PMX COPEX, dont les conditions d'accès au marché ont été allégées afin d'ouvrir, n'est-ce pas, l'exportation du cacao aux Ivoiriens. Voilà, ça a été une volonté étatique pour permettre quand même aux exportateurs ivoiriens de bénéficier. Est-ce qu'il est dit lorsqu'on ouvre aux Ivoiriens, il faut ouvrir à n'importe quel Ivoirien qui n'a pas les problèmes. Voilà. C'est ça. Parce qu'en fait, on gère une filière, on veut la gérer avec une certaine crédibilité, un certain niveau de management. Moi, je veux savoir, la compétence, est-ce qu'au niveau des exportateurs, ce qui ne marche pas, c'est que ces exportateurs n'ont pas assez de moyens, n'est-ce pas, n'ont pas assez de cagnottes pour pouvoir peut-être anticiper des ventes, ou bien c'est un problème de compétence à leur niveau. Pas seulement, là, M. Kobri l'a dit, il a signifié la surface financière insuffisante au niveau de ces exportateurs-là, parce que n'oubliez pas... Il devait avoir au moins, au minimum, combien dans il faut quand même, beaucoup de sous quand même, 500 millions, 1 milliard, voilà, il faut quand même que ces entreprises-là, pour anticiper, effectivement, parce que, voyez-vous, là, le problème de ces petits exportateurs, c'est que quand on a vu les prix au niveau international baisser, or le gouvernement avait demandé à ce qu'on paye à un prix élevé, ces exportateurs n'avaient pas l'argent nécessaire pour pouvoir respecter les engagements que ces exportateurs ont signés, bien entendu, avec le gouvernement. Donc il y a ça, il y a la capacité financière. Deuxièmement, M. Kobri a dit, il y a la formation. Parce qu'il s'agit de la formation, la crédibilité, parce qu'il s'agit de la vente au niveau du négoce international. Ce n'est pas vendre des jouets au marché d'Agamé, c'est vendre un produit à l'international, un produit dont le prix subit des mouvements erratiques. Et donc il faut la technicité, ce qu'on appelle dans notre jargon, la connaissance pour les couvertures
une technique de couverture à l'international. Donc ce sont des diplômés qu'on doit prendre pour faire tout ce travail-là. Alors comme M. Koubri l'a dit, on a pris la bonne dame, le beau-frère qui chômait au quartier, on l'a pris, on dit bon voilà, on va ouvrir le secteur à des Ivoiriens, comme vous êtes nos cousins, venez, c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport KPMG qui le dit, que la plupart de ces exportateurs-là sont des proches du pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le cabinet KPMG qui le dit. Et d'ailleurs, au lieu même de restreindre le nombre à 50, c'est ce que le cabinet suggère, qu'on passe de 130 exportateurs à 50. C'est trop. C'est trop. Il y a des exportateurs qui se retrouvent effectivement sur une liste qui n'était pas agréée de concert entre l'État, le comité technique, effectivement, c'est réuni. Donc vous voyez, il y a une gestion vraiment opaque, une mauvaise gestion autour de cette affaire du café cacao en Côte d'Ivoire. Alors, Jacques Koubri, je reviens à vous. Pour le cabinet en question, les difficultés rencontrées pour estimer la production annuelles ont des conséquences néfastes. Lors de la campagne 2016-2017, la Côte d'Ivoire a produit 250 000 tonnes de plus, donc soit un surplus de 16%. Alors, cette surproduction a entraîné un déséquilibre entre l'offre, n'est-ce pas, et la demande. Donc, il y a eu ce problème, l'absence d'anticipation, on pourrait même dire aussi l'absence d'intelligence économique. Voilà, mais en fait, en matière d'évaluation de la production, ça revient encore au problème dont on parlait tout à l'heure. On parlait de compétences à recruter en fait. Si on n'a pas parvenu véritablement à estimer la production comme il se devait, c'est dire qu'on n'a pas recruté les personnes qu'il fallait. Et au niveau du conseil, on n'a pas mis en place on n'a pas structuré, on ne s'est pas structuré en sorte de pouvoir d'avoir les capacités qu'il fallait pouvoir aller vers les producteurs, ou bien on n'a pas assuré le suivi qu'il fallait en fait. Et tout ça, c'est à mettre au passif de la gestion du conseil. Voilà. Donc, je pense que la clé de voûte de ce problème-là, comme on l'a dit, c'est le fait que lorsqu'on n'est pas encore au pouvoir, ou bien lorsqu'on n'est pas aux affaires, la filière café-cacao, on est animé de bonnes intentions. Mais lorsqu'on y arrive, il y a à manger et à boire. Voilà. Et c'est cet élément-là, en fait, sur lequel il faut agir. Voilà. Je pense que tout à l'heure, vous parliez des exportateurs, comme on le disait, on peut trouver, si véritablement, il y a un appel d'offres. Les appels d'offres sont rédigés, bien sont établis de façon claire. Il est possible de trouver des Ivoiriens qui auront la technicité et l'expertise nécessaire pour pouvoir exécuter ces programmes. Alors parlons d'anticipation, d'anticipation et d'intelligence économique. La nécessité pour l'État de Côte d'Ivoire d'avoir des experts en intelligence économique, n'est-ce pas? Oui, je pense que peut-être que c'est dans ce cadre-là que maintenant a été créé le Conseil national de la prospective, je crois. Dirigé par le ministre Patrick Hachi. Voilà. On espère qu'à ce niveau-là également, ils vont agir. Mais au-delà de ce conseil-là, il aurait fallu, au niveau du conseil Café Cacao, qu'on ait les expertises également, les compétences nécessaires pour avoir, en matière d'intelligence économique. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que, en plus de pouvoir d'évaluer la production, d'avoir la capacité d'évaluer clairement la production, il faut avoir également aussi la capacité d'avoir les informations nécessaires sur le marché. Tant au niveau des autres pays producteurs qu'au niveau des acheteurs, afin de pouvoir anticiper les différentes fluctuations du marché en fait. Voilà. Et tout cela également aussi incombe au conseil qui n'a pas su véritablement à ce niveau-là se structurer comme il le fallait. Aujourd'hui, on a un nouveau directeur général, Yves Koné, qui a envie de faire changer les choses. Docteur Prao, que suggérez-vous à M. Koné, le nouveau directeur général du conseil Café Cacao, pour pouvoir mettre de l'ordre et permettre, n'est-ce pas, à cette spéculation-là d'aider véritablement l'économie ivoirienne? Bon, avant de répondre à votre question, moi je voudrais dire déjà une chose. C'est que le gouvernement, pour ne pas dire l'État de Côte d'Ivoire, doit choisir entre deux modes de gestion. Soit le gouvernement veut revenir à la caisse stable, parce que c'est de ça qu'il s'agit, ou bien le gouvernement laisse la vérité des prix comme ça a marché au temps de Gbagbo. Je vous dis... Est-ce que ce n'est pas dangereux de revenir à la vérité des prix? Ce n'est pas du tout dangereux, parce que toutes les études ont montré effectivement que depuis
la libéralisation de la filière café-cacao, le revenu moyen, je dis bien, le revenu moyen du paysan a augmenté. Il y a des études, effectivement, qui documentent cela. Le revenu moyen du paysan a augmenté. Allez-y, effectivement, dans ces zones forestières, demandez, effectivement, aux planteurs, ils vous diront, mais au temps de Gbagbo, c'est comme ça, en fait, la période de libéralisation est collée, effectivement, voilà, la présidente de Gbagbo. Au temps de Gbagbo, vous voyez cette maison, c'est avec l'argent de cacao que je l'ai construite. Je l'ai construite. Mais aujourd'hui, je ne peux pas. Il y a eu des cas tapés d'eau, il y a eu des milliards qui ont été détournés. C'est ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que la Côte d'Ivoire doit choisir entre la stabilisation des prix ou bien la libéralisation. Au niveau de la libéralisation, à mon humble avis, ce qui n'a pas marché, c'est l'inflation au niveau des structures. Nous avons créé au temps de Gbagbo plus de 5 structures dont il y avait un imbroglio au niveau même juridique. On ne savait pas quelle structure qui faisait ceci, qui devait faire cela. Anacroci, ANC, ceci, cela, il y avait trop de structures. FC, voilà, BCC, partout, même la BCC n'a pas fonctionné durant la mandature, n'est-ce pas, de M. Laurent Gbagbo. Donc je pense qu'en revenant à la libéralisation et en formant effectivement les paysans, parce que lorsque vous libéralisez, ça veut dire que le paysan, mon père qui est au village, doit savoir effectivement comment va évoluer demain la tendance, c'est-à-dire les prix. Et c'est en fonction de ça que lui il décide de vendre ou de ne pas vendre son produit. Voyez-vous, là je pense que l'État va se dire, ou bien si l'État décide effectivement de gérer de façon autoritaire comme il veut le faire, alors il faut que M. Yves Koné effectivement soit très vigilant, gère au mieux l'argent de nos pauvres paysans, car ceux-là ont tellement donné à la Côte d'Ivoire qu'on ne peut pas se permettre de les traiter de la sorte. D'abord en révisant son personnel. Non seulement son personnel, en formant son personnel, parce qu'autant président, c'est pas moi qui le dis, on dit il n'y a pas d'auditeur au niveau du conseil café-cacao. Ce qui est quand même humiliant, alors que le CIRES, le Centre ivoirien de recherche en sciences économiques, qui se situe là à Cocody, forme des experts au niveau du négoce international. Il y a des Ivoiriens aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui sont capables de gérer efficacement, effectivement, la gestion cacaoyère. Mais encore une fois, si vous choisissez vos frères et vos cousins et vos cousines qui ne savent lire écrire, qui n'ont pas de technicité en matière de négoce international, il va sans dire que nous allons avoir ce que nous avons. Et il faut encore, c'est pas fini, il faut que les exportateurs soient gérés aux techniques, soient formés aux techniques de couverture. Et une autre solution qui me paraît très importante, Du négoce aussi. Du négoce, ce que vous avez dit tout à l'heure par rapport à la surproduction. Pourquoi il y a surproduction? Il y a surproduction parce que nous voulons forcément écouler toute notre production sur le marché international. Or, un pays comme la Côte d'Ivoire, mon fils, écoutez, quand il veut acheter le chocolat, les gens rêvent du chocolat français. Alors que nous sommes premier producteur mondial de cacao en Côte d'Ivoire. Il va falloir que nous songions à la transformation au niveau local. Cela va permettre de diminuer effectivement ce que nous proposons au marché international et donc d'éviter les questions de surproduction qui sont source de baisse de produits au niveau international. Parce que les matières premières sont payées à des prix... À des prix dérisoires. Or, vous l'avez dit vous-même, les prix chutent. Pourquoi? Parce qu'il y a surproduction. C'est la loi de l'offre et de la demande sur le marché. Quand l'offre est supérieure à la demande, les prix baissent. Pour ne pas que l'offre soit supérieure à la demande, il va falloir que nous fassions un effort pour transformer localement une grande partie de notre production cacaoyère ici. Cela va permettre, effectivement, puisque le président, il a signé un deal avec le président ghanéen, et donc de façon concert, quand ils vont se concerter, en agissant effectivement sur ces leviers-là, les deux peuvent effectivement peser, influencer un temps soit peu sur le prix international. Jacques Aubry, quelle solution pour permettre, n'est-ce pas, à cette spéculation, à cette matière première qui permet à l'économie ivoirienne de pouvoir tenir, que faire pour qu'on puisse aussi éviter la contrebande? Oui, en fait, tout à l'heure, le docteur Pau parlait de la libéralisation sous le mandat du président Laurent Gbagbo, qui avait fait ses preuves, véritablement fait ses preuves. Mais c'est limite aussi. Oui, ça fait ses preuves pour les paysans, mais on a vu également tout le je peux dire le désordre qu'il y a eu au niveau des différentes structures et toutes les malversations qui se sont suivies. Voilà. Donc je pense que c'est ce qui peut-être a servi, c'est cet exemple en fait qui a servi peut-être au président Ouattara de proposer cette nouvelle mouture avec le MLN2, c'est ça. Voilà, MLN2, voilà. Mais MLN2, au début, ça fait ses preuves. Une année, 2 ans. Ses preuves. Par la suite, c'est essoufflé. Le modèle s'est essoufflé. Essoufflé pourquoi? En grande partie parce que nos vieux démons de
de la mauvaise gestion sont revenus, se sont réinstallés encore dans la filière. Je pense que, comme le docteur Paul le disait tout à l'heure, il est important que nous puissions former tous les acteurs de la filière pour progressivement arriver à un stade de libéralisation de la filière café-cacao. Mais peut-être qu'on peut le faire, comme je le dis, de façon graduelle, de façon chronologique. Dans un premier temps, il faut saluer les actions qui sont menées avec de concert avec le Ghana, parce qu'avec ça, en représentant 60% de la production mondiale, il est possible d'une certaine manière d'influencer un peu le marché international. Voilà. Sans compter les actions en termes de contrebande, mais là c'est très difficile à gérer parce qu'une frontière qui n'est que de nom, parce qu'elle est tellement heureuse. Et puis bon, le Ghana profite aussi. Voilà, et puis quand si le gars il est à 100 mètres de la frontière, on va de l'autre côté là-bas à 1000 francs et puis lui on va à 600 ici. C'est compliqué. Vous savez, quand on parle de l'offre et de la demande, lui c'est vite fait qu'il s'est retrouvé là-bas. Donc c'est vrai que ça, mais c'est difficile à gérer. N'empêche que il faut continuer de lutter contre ça. Mais il faut saluer cette coordination. Ouais. Mais au-delà, il est important qu'aujourd'hui, cette filière-là soit mieux gérée. Et que le cacao ne serve plus véritablement de vache à lait. Ou bien de caisse noire, où chaque gouvernant vient et ça devient comme un lieu où il faut venir tous venir se remplir les poches. Parce qu'aujourd'hui, un moment, ce qui a posé problème, c'était le fonds de réserve. Voilà, parce que certains estimaient que il fallait que l'État maintenant lève en aide avec le fonds de réserve. Mais à un moment, ça a été une fausse spéculation ici. On ne savait pas ce qu'il y avait dans le fonds de réserve. C'est géré de façon opaque. On ne savait pas. On a sorti un chiffre. S'il est vrai, comment ça a été géré, on n'en sait rien. Voilà, donc je pense qu'il faut beaucoup plus de transparence. Il faut que la filière soit gérée de façon véritablement transparente. Mais de façon véritablement transparente. Et que de façon progressive, nous passons à une étape où nous allons former les différents acteurs, que ce soit les planteurs, que ce soit les exploitateurs, pour arriver progressivement à un système de libéralisation. Ok, merci à mes deux invités d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que nous avons échangé sur deux questions majeures de l'actualité économique ivoirienne et africaine. Nous avons parlé de l'orpaillage clandestin, quel danger pour les économies des pays de la sous-région, et comme deuxième thème, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la crise du cacao que vit la Côte d'Ivoire, les milliards qui sont envolés récemment dans la gestion du Conseil Café et Cacao. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que nous étions avec deux experts, un journaliste et un enseignant d'université, Dr Séraphin Yao Prao. Il est enseignant-chercheur en économie à l'Université de Bouaké. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, on espère pour vous retrouver pour d'autres émissions. Alors, nous étions aussi avec Borgia Kobri. Il est journaliste économique à l'agence Ecofin, un site internet d'information économique internationale. Merci également d'avoir répondu à notre invitation. Nous également. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être pour d'autres débats. Quant à vous, téléspectateurs, nous vous donnons rendez-vous pour une autre émission d'Ecopresse sur ce bon site de programme sur Business 24.